connais. C'est Zoom, ça. Au nom du Centre Porte-Haute, la bienvenue. Pour mémoire, je rappelle que le Centre Porte-Haute propose depuis 1984 des conférences, débats. J'essaie de trouver la bonne distance. C'est celui-là, ça. Il faut prendre celui-là, peut-être. Vous voulez essayer? Essayez avec celui-là. Là, ça va mieux. Parce que, oui, ça va bien. Plus fort. Voilà, je rappelais, ça va comme ça. Donc, j'ai rappelé pour mémoire que le centre Porte-Haute qui se trouve rue des Franciscains de Cadeau ici, et qui est l'association universelle, propose au moins depuis presque 40 ans des conférences sur des sujets spécialisés pour discerner les enjeux pour notre pays. Et le thème retenu cette année porte sur la question des liens sociaux. Nous avons déjà entendu le 5 octobre, Marie-Pierre, il nous a rappelé comment nous avons réussi jusqu'à présent à tisser et retisser des liens dans le passé. Nous avons également entendu le 8 novembre Bruno Dufay que les enjeux de la numérisation de nos relations humaines et les défis que ça présente. Et nous avons le grand plaisir ce soir d'accueillir Sophie Abel sur la question prégnante aujourd'hui de l'humiliation. Monsieur Abel, vous êtes philosophe, ancien élève d'Emmanuel Lévinas et de Paul Ricoeur. Vous êtes professeur de philosophie politique à l'Institut protestant de Montpellier. Après avoir enseigné également à Paris, vous avez accueilli le Fonds Ricoeur. Vous êtes aussi chercheur associé à l'école des hautes études en sciences sociales et membre d'un précédent comité national d'éthique. Et vous avez également signé de très nombreuses publications, dont le dernier livre justement sur l'humiliation. J'ai très belle page personnelle sur le temps. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Et aussi, merci à nos amis de la dynamique du musée pour nous accueillir chez vous, porte-parole de ces gens aussi. Je reconnais que nous avons une chance d'avoir une société ce soir, oui, moi, qui se situe depuis le matin, voilà. Merci. Alors, si ça marchait tout de suite, ça serait trop parfait. Alors, tout d'abord, je souhaiterais remercier Olivier Abel de nous honorer de sa présence à l'occasion de notre cycle de conférences et débats qui donne à penser un enjeu majeur de notre société contemporaine, la précarisation du lien social. Qu'est-ce qui participe à fragiliser ce lien? Comment le retisser? Des questions qui semblent rejoindre le propos de votre récent ouvrage, Olivier Abel, que vous avez intitulé « De l'humiliation ». Un titre puissant, n'est-ce pas? Pour un ouvrage qui ne laisse pas de marbre, à l'image de la première de couverture, rouge, vif. Vif comme l'humiliation, celle que nous subissons, mais également celle que nous infligeons, bien souvent malgré nous, mais jamais sans nous. Dans une société que vous dites particulièrement sensible
aux injustices et aux autres formes de violence, mais particulièrement insensible à ce qui les génère, l'humiliation. Cette humiliation qui dégrade l'image de soi, de l'autre, du monde, jusqu'à, je vous cite, faire taire le sujet parlant, dans le ressentiment, et je vous cite encore, la violence à retardement. Alors, comment reconnaître cette humiliation que vous dites dévastatrice? Comment la déconstruire et la déjouer à l'échelle collective et individuelle? Je trouve ça pas mal pourtant. J'y cours, monsieur, j'y cours. Petits problèmes techniques qui surviennent toujours. Bon, ça nous arrange, voyez-vous. Mais vous avez raison de le dire. Alors, c'est important que la parole passe. Comment la déconstruire, cette humiliation? Comment la déjouer à l'échelle collective et individuelle? Quelle est notre part dans tout ça? Autrement dit, comment la voir pour la combattre et surtout pour la dépasser en vue d'une réalité relationnelle plus douce et surtout plus humaine? Quelles sont les voies possibles? Ce sont quelques-unes des questions auxquelles vous allez nous ouvrir, ainsi, bien sûr, que bien d'autres, certainement. Olivier Adel, la parole est à vous. Merci à vous, Joachim, pour ces mots de bienvenue et de présentation. Merci à Jean-Marie. Je suis très heureux d'être ce soir avec vous. J'ai eu le souvenir d'être venu aussi une fois ici, mais alors il y a longtemps. C'était pour une conférence comme ça. Et j'ai oublié le sujet, le pardon peut-être d'ailleurs. Mais écoutez, c'est d'autant plus précieux pour moi que tous ces rendez-vous que j'ai là depuis la publication de ce livre au mois de mars, je crois par là, sont en train pour moi, En fait, souvent les livres, quand on a terminé un livre, on pose le sujet, on passe à autre chose. Et là, c'est presque le contraire. Avec ce livre, je découvre sans cesse, avec chaque nouveau public, avec chaque nouvelle discussion, des nouvelles pistes, des nouvelles dimensions de cette question qui, si je puis dire, qui m'échappent, qui appartiennent à tout le monde, bien sûr. Et donc, c'est très précieux pour moi de ces confrontations et ces questions et ces observations, ces expériences, ces vécus qui arrivent sur ces questions. La toute première, par exemple, conférence, c'était dans un foyer d'étudiants. Un foyer d'étudiants où il y avait 80 étudiants comme ça à Paris. Il y a une jeune fille à la fin de la conférence qui est venue me trouver. Elle commençait à pleurer. Elle me disait « Oui, moi, mon frère m'humilie ». On est resté 3/4 d'heure à discuter de ça. Et je lui disais « Mais tes parents, qu'est-ce qu'ils disent ?» Ils disent « C'est pas grave ». Et j'ai compris, par exemple, et je n'avais pas pensé à ça, qu'une parole comme ça, c'est la pire, si vous voulez. Du coup, elle était encore plus enfoncée dans le sentiment qu'elle n'était pas capable de réagir, pas capable de résister, et que ce qui lui arrivait, ce n'était pas important, finalement. Donc, voilà, l'humiliation, ce n'est pas important. C'est en gros quand même le message que nous passons sans cesse dans notre société à tous ceux qui sont humiliés. C'est bon, voilà, c'est subjectif, mais encore, c'est à nous de nous défendre et de reprendre le dessus, etc. Et parfois, c'est tout à fait possible. Ça fait partie des expériences de la vie. On en a besoin, si je puis dire, de rencontrer ce genre d'expérience. Mais parfois, c'est trop. Et parfois, ça abîme lourdement et pour longtemps. Donc voilà, je suis très, très heureux de ces occasions. Je disais, alors moi, ma contribution, c'est une contribution de philosophe. J'enseigne la philosophie dans une faculté de théologie, mais je suis philosophe de formation et je suis tombé dessus, je le dirais très franchement, par un livre d'un philosophe israélien qui s'appelle Abishai Margalit, qui avait écrit un livre intitulé « La société décente ». Et il disait, en fait, une société plus juste,
c'est en train de devenir difficile dans nos sociétés avancées, etc. On travaille mais faire progresser une certaine justice d'un côté, on crée d'autres injustices, enfin, c'est compliqué. Une société moins violente, on a quand même dans l'histoire, le taux de violence dans nos sociétés est quand même extrêmement bas. Si on peut, alors, bon, il parlait des sociétés occidentales en général. Et pour Israël, je pense que c'est aussi sa réflexion sur Israël. Il disait en fait, là où il y a une énorme marge de progression, c'est sur l'humiliation. Nos sociétés ne font pas très attention aux humiliations, et alors que les humiliations ont des conséquences très graves. Voilà. Donc c'est un peu sa thèse que j'ai reprise. Vous voyez, je n'ai rien inventé. Et d'ailleurs, depuis quelques mois, depuis que j'ai sorti ce livre, je découvre le nombre de travaux qui ont été consacrés, je dirais, ben voilà, à des sentiments, à des passions sociales, on va dire, à des passions autour du lien social, justement, le ressentiment, Cynthia Fleury, l'envie, la vanité, les passions de la comparaison, enfin, je vais y venir, c'est des choses importantes voilà. Donc voilà, il y en a beaucoup d'autres qui ont travaillé ça et je sais de faire partie d'une constellation de choses qui sont en train d'émerger dans la conscience publique. Et voilà, nous y contribuons ce soir encore. Alors, ça semble contredire justement une des thèses principales de mon livre, par laquelle j'avais commencé en disant, mais en fait, on est complètement insensible à l'humiliation. Et si on en parle, ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait insensible quand même. Ça veut dire que c'est une question qui commence à se poser pour nous, et peut-être que c'est une question qui se pose pour certains d'entre nous depuis longtemps. Donc, la thèse, c'est ça, c'est que l'humiliation était ridiculement sous-estimée, déniée. Son rôle dans les affaires humaines, son rôle dans l'histoire. Engels parlait du rôle de la violence dans l'histoire. Mais j'aurais envie de dire, oui, mais et le rôle de l'humiliation dans l'histoire. Les rapports entre la France et l'Allemagne, ça n'a pas été des séries d'humiliations successives qui ont chaque fois, je dirais, engrangé pour 2 ou 3 générations plus tard des revanches absolument terrifiantes. Vous voyez, l'humiliation, ça a des... on pourra en parler dans le débat. À mon avis, ça a un rôle immense. Bon. Mais aussi dans les familles. Dans les humiliations dans les familles, je vais vous donner un exemple, ça a des effets énormes. Donc, mais voilà, la thèse, c'était on est sensible aux violences, on est sensible aux inégalités, mais on n'est pas très sensible aux humiliations pour une raison assez simple et qui montre, parce que c'est un thème épineux, c'est un thème compliqué, c'est un thème sombre. D'ailleurs, en général, les sujets qui m'intéressent en morale, on pourrait y rentrer par les bons côtés, si vous voulez, le pardon, mais justement, alors avec Lévinas ou Jean Kelevitch, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'impardonnable, avec les embarras, les difficultés du pardon? Pareil, on pourrait rentrer dans le thème par la reconnaissance, la gratitude, la considération. Oui, mais en fait, dans nos sociétés, ce qu'il y a, plus que de la considération, souvent, c'est de l'humiliation. Bon. Donc, c'est un thème mieux, mais une des choses qui fait la difficulté, c'est que c'est subjectif, c'est que c'est pas facile à quantifier, c'est un peu invisible, c'est un peu muet, justement. Je vais y venir. Et pourtant, on sent, on sait, on mesure régulièrement qu'il y a des effets terribles, dévastateurs, mais plus tard et disproportionnés. Vous voyez, bon, on dit, non, pourquoi? Là, il y a un premier paradoxe, on pourrait dire. Et puis, il y a des questions plus compliquées. Quelle différence faites-vous entre l'humiliation et la frustration, par exemple? On m'a posé cette question. On va dire, oui, mais les frustrations, l'enfant, il a besoin de rencontrer des frustrations pour rencontrer la réalité. Ça fait partie, je dirais, et même parfois, il y a des humiliations qui font du bien, qui sont des transformations, des bouleversements d'un ego qui était un peu enflé, qui était un peu enfermé en lui-même et qui, soudain, par une humiliation, va sortir de lui-même et faire autre chose. Vous voyez, donc on ne sait jamais. Ça dépend beaucoup des manières dont on réagit aux humiliations et de quel type d'humiliation, bien sûr. Et puis, l'humiliation, on pense tout de suite que c'est le grand qui humilie le petit. Mais regardez l'histoire de David et Goliath. C'est bien plutôt le petit qui a humilié le grand. Enfin, il l'a même tué, on va dire. Mais oui, mais c'est humiliant. La défaite de Goliath est humiliante. Mais bon, donc, et ces genres d'humiliation, ça arrive quand un professeur soit humilié par un élève. Ça arrive quand, je sais pas moi, que dans des rapports apparemment hiérarchiques, ce soit le petit qui humilie le grand. Oui, c'est compliqué. Alors,
voudrais partir du fait aussi que mon éditeur, Les Liens qui libèrent, je reviendrai sur le nom de mon éditeur, il a ajouté un bandeau, il a appelé ça le nouveau poison de nos sociétés. Et ils ont mis le bandeau sans me demander mon avis, comme toujours les éditeurs. Et j'étais un peu étonné parce que je me disais, mais il n'y a rien de nouveau. Depuis toujours, il y a des humiliations. Prenez les histoires de Caïn et Abel, si ce n'était pas une histoire d'humiliation. Prenez les histoires comment d'Agamemnon et Achille. Enfin, les grandes colères, les grandes scènes primitives de colère ont à voir plutôt avec les humiliations, en fait, si on regarde bien. Et elles ont à voir d'ailleurs justement avec des passions du langage qui sont des passions de la comparaison. On se compare. Et donc, c'est des passions de la vanité, de la jalousie. Voilà, c'est ça. Passion du langage. Je vais y revenir aussi tout à l'heure. Donc, j'ai envie de dire rien de nouveau. Oui, mais il y a bien, d'abord, le mot poison est très juste. Je l'ai utilisé 3 ou 4 fois, mais c'est un mot qu'on peut, c'est bien de le mettre en avant. L'humiliation, c'est quelque chose qui empoisonne. Une violence, de la violence, ça peut arriver. On ne sait pas ce que serait la violence si on pouvait enlever complètement de la violence la moindre goutte d'humiliation. Une violence sans aucune humiliation. Pareil pour les inégalités. Mettons qu'il y ait des inégalités, mais des inégalités qui ne seraient absolument pas humiliantes. Ce serait autre chose. Ce qui empoisonne les inégalités, ce qui empoisonne les violences, par exemple un viol, une fille qui se fait violer, il y a la violence, mais il y a l'humiliation. L'humiliation, ça rajoute un poison, c'est terrible. Alors, en même temps, j'ai envie de dire, maintenant, je reviens, je continue quelques généralités introductives, si vous voulez. En même temps, il y a bien quelque chose de nouveau. Parce que justement, il y a une histoire du lien social, pour reprendre le mot de Joachim Todor. Le lien social, il a des histoires, nos sociétés évoluent et il y a des figures anciennes qui étaient problématiques et qui ne sont plus problématiques. Il y a des nouveaux problèmes qui émergent. Voilà. Il y a une histoire des passions sociales. Il y a des bouleversements du contexte. Alors moi, je disais, par exemple, tout à l'heure, ma thèse, c'est « Nous sommes insensibles ». Alors j'ai envie de dire... c'est tout un chapitre du livre, ou presque, c'est d'où vient cette insensibilité à l'humiliation. Eh bien, on peut dire pour aujourd'hui, récemment, on a justement une morale assez libérale en disant c'est subjectif, liberté de parole, tant qu'il n'y a pas des coups effectifs, tant que c'est que des mots ou des images ou des plaisanteries, ah mais j'ai rigolé, etc. C'est pas grave, circuler, il n'y a rien. Et donc, il faut apprendre à se blinder, à s'insensibiliser. Voilà, la société libérale, c'est une société fun, si vous voulez. C'est drôle. Voilà. Il faut faire avec ça. Bon. Mais je pense que derrière la société libérale actuelle, il y a quelque chose de plus ancien, un long travail, je dirais, d'habituation à l'humiliation par l'humilité. On est une société éduquée par le christianisme et aussi, je dirais, éduquée par le stoïcisme. C'est les deux grandes traditions morales à la base de l'Europe contemporaine, si vous voulez, c'est la tradition chrétienne et la tradition stoïcienne. La tradition chrétienne, c'est quand même, finalement, il faut être humble, il faut être, vous voyez, notre Dieu lui-même, il s'est incarné, il a été humilié, il est né dans une crèche comme un vagabond étranger, il a été crucifié après avoir été haché au visage, giflé, moqué, tout le monde s'est moqué de lui. Vous voyez, bon. Donc, cette grande scène primitive de l'humiliation, si je peux dire, qui est répétée tout au long du Moyen-Âge, alors que c'est une culture féodale de la fierté et de l'honneur. Donc, l'honneur, avec au milieu cette humilité volontaire. Il y a une humilité volontaire. Bon. Donc, du coup, l'humiliation fait partie, si je peux dire, presque de ce chemin de l'humilité. Et donc, il faut y passer. Et puis, la tradition stoïcienne, c'est un peu différent, il faut se détacher de tout ce qui ne dépend pas de nous et de tout ce qui pourrait nous troubler. Donc, les opinions des autres, on s'en tape, on s'en fiche. Le stoïcisme est une école d'ataraxie, ils disaient les Grecs, d'absence de trouble, mais une école d'insensibilité aussi. Bon. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles Calvin quitte le stoïcisme de sa jeunesse au moment où il rencontre le texte biblique.
c'est un autre sujet. Bon, donc il y a ça. On pourrait dire, voilà, il y avait une époque d'insensibilité très profondément installée qui fait que les sociétés européennes, ce n'est pas le monde arabe ou ce n'est pas le monde japonais. Dans le monde japonais, dans le monde arabe, l'honneur, c'est très important. Alors que j'ai envie de dire, l'honneur pour nous, ce n'est pas si important que ça. On est des sociétés. Dans les négociations commerciales, par exemple, vous voyez, il y a des codes. Problème. Ça va? Alors maintenant, il y a une sorte, on est en train de basculer. Et on pourrait dire, attention, on pourrait aussi basculer complètement, on est en train de basculer, et peut-être qu'on va basculer complètement de l'autre côté, dans une hypersensibilité à l'humiliation. C'est ça le paradoxe. C'est que, d'ailleurs, peut-être que les deux vont ensemble. C'est parce qu'il y a d'un côté une insensibilité que de l'autre côté, il y a une hypersensibilité, une susceptibilité terrible à l'humiliation, une demande de dignité. Je sors d'un colloque d'une association à Nîmes hier, toute la journée, un colloque sur la dignité. Bon, voilà, c'était le thème. Bon. Et donc, l'idée de Black Lives Matter, voilà, les vies des Noirs sont importantes, on ne peut pas les traiter comme ça. Bon. Je pense qu'il faut comprendre que c'est dangereux, il peut y avoir un danger dans ce discours du ressentiment. Mais il faut entendre peut-être que le problème, entre autres, de la colonisation, et on va y venir parce que c'est un des points importants, les colonies, ce n'est pas simplement on est allé chez les gens, on a pillé, on a pris ça, c'est qu'on l'a fait au nom de la liberté, au nom de l'émancipation. En fait, nous, on vient vous émanciper, un peu comme Napoléon en Espagne. On va vous apprendre la liberté. Mais là, maintenant, vous n'êtes pas tout à fait en état d'être libre. Donc, en Algérie, par exemple, vous n'êtes pas tout à fait en état d'accéder à la laïcité, qui est quand même une grandeur française. Bon, donc, mais vous n'êtes pas tout à fait en état. Donc, vous, on vous maintient dans l'indigénat dans lequel vous êtes incarcéré dans le régime ottoman des 1000 lettres, c'est-à-dire vous êtes pris dans votre communauté, il n'y a pas de laïcité pour vous. La laïcité, c'est pour les citoyens éduqués, adultes, on va dire. Vous, vous êtes en état de minorité, en état de tutelle, etc. Oui, c'est ça, c'est cette hypocrisie, je dirais, ce double discours. On vient pour émanciper, et ça, c'est un discours d'humiliation. Ça, c'est très ça a été, je pense, ça touche quelque chose de profond, parce que justement, c'est un des premiers schémas de l'humiliation, et c'est ça aussi qui est, je pense, là aussi, il y a quelque chose de nouveau, vous allez voir, c'est que le schéma habituel, traditionnel de l'humiliation, c'est qu'il y a le grand et le petit. Mais j'ai envie de dire, celui qui est émancipé, qui est affranchi, qui est voilà, le grand, l'adulte, et puis celui qui est en état de minorité, de tutelle. Et tout le travail, on pourrait dire, de l'Occident moderne, ça a été un travail d'émancipation. On sortait de l'humiliation par l'émancipation. Il fallait s'émanciper, il fallait prouver son autonomie, sa responsabilité. Voilà. Et donc, je pense que on a là un paradigme vertical dans lequel de l'humiliation, on peut dire traditionnelle, classique, auquel étaient par exemple très sensibles les anarchistes. Les anarchistes, c'est n'importe quelle institution, déjà c'est trop, déjà c'est humiliant. Une institution par principe, c'est humiliant. Il faut casser toutes les humiliations verticales, et donc pour ça, il faut casser toutes les institutions. Tout au long de ces conférences, j'ai rencontré sans cesse des cas dans lesquels, par exemple, des juges dans des affaires de famille eh bien, traitent des gens qui viennent mais comme des bébés, quoi, comme des bébés. C'est des paroles incroyablement humiliantes. Il faut sentir ça. Donc ça continue, c'est pas fini. Mais disons que voilà, on a un énorme moteur d'émancipation qui essaye de nous sortir de ça. Mais ce qui est en train d'apparaître, et c'est ça qui, je pense, est nouveau et très grave, il y a une nouvelle forme d'humiliation qui est en train d'apparaître, qui, elle, est horizontale. Et cette humiliation horizontale, elle est complètement désinstituée, elle est dérégulée, elle ne passe pas dans des institutions verticales qui seraient, je ne sais pas moi, les institutions de la santé, les institutions de la force publique, la police, les préfectures, les prisons. Les prisons peuvent être humiliantes, le mobilier de prison peut être humiliant. Le travail, dans le monde du travail, il peut y avoir des humiliations. L'école, il y a des humiliations à l'école. On pourrait donner plein d'exemples. Bon. Par exemple, un des cas que j'ai eu là, justement hier en parlant avec les associations nîmoises,
C'est une jeune fille de Guinée-Conakry, je crois, de 16 ans, qui est rentrée sur le territoire français et qui n'avait pas 15 ans. Et donc, elle a été déboutée en disant vous êtes plus vieille que ce que vous dites, etc. Et alors, elle était jetée à la rue, elle n'avait rien. Bon. Mais elle pleurait pas du tout pour ça. Elle pleurait en disant ils ne m'ont pas cru. Ils ne m'ont pas cru. Et donc, quand la parole de quelqu'un n'est pas prise au sérieux, lorsqu'elle est d'avance traitée avec soupçon, tu dis ça, mais tu caches quelque chose, etc. On est dans une société du soupçon. Hein. Les nouvelles lois de laïcité en France, ce sont des lois de soupçon à l'égard des religions, par exemple. On peut avoir un débat là-dessus. Vous voyez, il y a ce rapport un peu, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils sont. En fait, ils essayent toujours de. Voilà, donc il y a un soupçon général. Bon, excusez-moi, je suis revenu dans mes institutions humiliantes. Bon. Mais la nouvelle forme d'humiliation, elle est non moins grave, elle se passe à travers les sociétés de connexion, de projets, dans lesquels, voilà, et on va être... donc, c'est une mutation du lien social qui est due au numérique, entre autres, à la société de réseau, dans lesquelles il y a justement Internet, les mails, les téléphones portables, les tweets, etc., qui sont des lieux. Un auteur américain disait Internet, c'est les autoroutes de l'humiliation. Par les images, par les vidéos, etc., les calomnies qui viennent soudain s'acharner sur quelqu'un. Bon, et puis après, mais ça s'en va. Ah, mais c'est rien, bon, rigoler, c'est pas grave. Mais bon, ça, c'est quelque chose qui n'a plus rien de vertical. C'est complètement horizontal. On est dans ce monde hyper horizontal. Et dans le monde économique ultra contemporain, le management n'est pas un management paternaliste et vertical, c'est un management hyper horizontal et qui crée des nouvelles formes d'humiliation. Alors, je vais vous donner tout de suite le mot de cette nouvelle forme d'humiliation. Ce n'est pas d'être mis en tutelle comme un serviteur, comme un domestique, comme l'étaient parfois certaines des femmes dans certaines familles très patriarcales. Bon, c'est pas ça. Donc, c'est pas cette mise sous tutelle presque servile, qui est la vieille forme de l'humiliation. C'est une nouvelle forme qui est d'être jeté, d'être exclu, d'être out. Soit on est in, soit on est out. Et ça se voit très bien dans un cercle de collégiens justement qui sont en train de discuter. Puis il y a quelqu'un qui veut rentrer dans le cercle, et puis les autres se débrouillent pour lui tourner le dos, etc. Et puis pour ne pas lui laisser de la place dans la conversation. Mais bon, il est out. Il n'est pas pris dedans. Il n'est pas pris dans la conversation. Je pense que ça, c'est la nouvelle forme. La nouvelle forme de l'humiliation, c'est ça. C'est être traité comme un rebut, comme quelqu'un de superflu, quelqu'un qui ne sert à rien, quelqu'un qui est en trop. Voilà. Et là, l'émancipation, ça ne sert plus à rien. On a beau être émancipé, plus on est émancipé dans une société d'exclusion, plus on est seul. Et le problème, c'est plus la servitude, c'est la solitude, cette nouvelle forme de société. Donc, c'est même la solitude volontaire, pour plagier le titre d'Étienne de la Boétie. Une solitude volontaire, presque. On est formaté pour être émancipé tout seul. Alors, il ne doit rien à personne. À la fin, peu à peu, on découvre qu'on est tout seul. Réellement, c'est quand même triste. Et l'éditeur, je vous disais que je voulais revenir sur le titre du livre. Le titre du livre, c'est « Les liens qui libèrent ». Et je savais que c'est un titre pour une maison d'édition. C'est un très bel intitulé qui a été suggéré à Henri Trubert, le patron des liens qui libèrent, par l'économiste Bernard Maris. Vous voyez, Bernard Maris, c'est l'économiste qui était sur France Inter le matin là, et qui est mort dans l'attaque de Charlie Hebdo. Bon. Et qui avait dit les liens qui libèrent, j'aime bien cette idée, les liens qui libèrent. On n'est pas libéré en rompant tous les liens, on est libéré par des nouveaux liens qui sont des nouveaux liens libérateurs. À mon avis, en parenthèse, c'est extrêmement biblique comme idée. Il faut rompre des mauvaises alliances, des alliances de servitude, pour trouver des nouvelles alliances qui soient des libres alliances. C'est même une conception du couple, c'est une conception de la démocratie. Il faut pouvoir faire sécession pour revenir, il faut se délier pour se lier. Il y a des liens qui libèrent. Et du coup, j'ai envie de dire, ce qui nous manque dans notre société, autrefois, j'ai envie de dire autrefois, mais ça continue. On a besoin de l'émancipation pour sortir de certaines formes d'humiliation, de servilité, de mise sous tutelle, de minorisation. C'était le grand thème d'Emmanuel Kant. Qu'est-ce que c'est que les Lumières? C'est la sortie de la minorité. Minorité dans laquelle
les hommes se mettent eux-mêmes. Bon, on peut trouver des textes très équivalents d'ailleurs chez Calvin aussi. Hein, et donc voilà, ça c'était l'émancipation. Mais face à l'exclusion, face au fait d'être jeté, on a besoin d'autre chose. On a besoin, je dirais carrément, de fidélité. On a besoin de tenir les attachements, de reconnaître l'importance de nos attachements. On a besoin de loyauté. On a besoin non plus de déclarations d'indépendance. Il y en a eu beaucoup, elles étaient nécessaires, mais aujourd'hui, nous avons besoin de déclarations d'interdépendance. Renouer nos liens. On a besoin de ça. C'est ça qui va nous tenir, si je puis dire, ensemble, qui va nous permettre de résister. Pour moi, c'est vraiment un vrai moteur pour la pensée éthique, pour la pensée politique aussi d'ailleurs. Voilà. Et qui corrige les excès de l'émancipation qui est en train de devenir une idéologie, presque. Il y a une idéologie de l'émancipation excessive. Et puis, je continue encore une dernière remarque de ma première partie, c'est qu'une piste un peu générale, comme ça, dans mes découvertes, c'est que, j'enfonce des portes ouvertes, hein, c'est des choses que tout le monde peut penser, c'est que l'humiliation, c'est une sorte de bombe à retardement. On en a parlé tout à l'heure, Jacqueline l'a dit. Si vous voulez, s'il y avait une violence, vous avez la contre-violence. Hein, quelqu'un qui va lui foutre une gifle, il reçoit la gifle et il la rend, paf. Bon. Il se passe autre chose lorsque on n'est pas capable de rendre la gifle, et pour 1000 raisons, et lorsque ça va inscrire en nous un rouge aux joues, qui n'est pas seulement sur le fait de la gifle, mais aussi une blancheur, une pâleur, une rage, quelque chose, et qui va rentrer en nous et qui va durer. Si vous voulez, les logiques de la rétribution, c'est immédiat, donnant. Quand on achète quelque chose, etc., et dans les violences, c'est un coup pour coup, un œil pour œil, dent pour dent, etc. Bon. La reconnaissance, le besoin humain de reconnaissance, c'est un besoin qui passe par des expressions de gratitude, par des dons, par des cadeaux. Et quand vous faites un cadeau, est-ce que vous rendez le cadeau tout de suite? Le même cadeau? Non. Ce serait une injure. Vous allez laisser passer du temps, apparemment sans rapport, quelque chose, vous allez donner quelque chose apparemment sans rapport, comme si c'était un nouveau don. Vous voyez, j'ai envie de dire, voilà, c'est ça la reconnaissance. Le circuit de la reconnaissance, c'est un circuit qui diffère, qui prend du temps, et dans lequel on se reconnaît, justement parce que ça prend du temps, et c'est du temps de valeur. Hein, parce que ça a pris du temps, ça a pris de la valeur. Vous voyez, il n'a pas oublié. Vous voyez, des choses comme ça. Mais je compte à ses yeux, vous voyez, il n'a pas oublié. C'est quelque chose qui n'a rien à voir apparemment, qui est différent, mais il a inventé, il a trouvé autre chose, elle a trouvé autre chose. Bon, c'est ça la reconnaissance. Et l'humiliation, c'est la même chose en négatif. Ça prend du temps et ça abîme profondément. Au lieu de valoriser, ça dévalorise, et ça dévaste, et c'est durable. Ça peut être tellement durable que ça peut dévaster des vies entières et se prolonger souterrainement dans la génération suivante. Donc, et après, la réaction, elle est apparemment sans rapport disproportionnée. Voilà. Donc, voilà. J'ai envie de dire d'ailleurs que dans nos sociétés, qui sont des sociétés hyper rationnelles, de liens très rationnels, très bas, eh bien, nous avons beaucoup de liens presque mafieux, les amis de nos amis, etc., parce qu'on a besoin de liens de loyauté, de liens de fidélité. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, la forme que ça prend, c'est la forme mafieuse. Je pense que la mafia, aujourd'hui, elle est très dangereuse parce qu'elle s'appuie sur toute cette part refoulée de la société, parce que la rationalité, c'est justement la rétribution, il faut aller vite, il faut être ça. Et donc, toute cette part de fidélité et d'attachement, elle est déniée. Alors maintenant, j'en viens à la deuxième partie, qui est le cœur de mon sujet, et en fait, je suis lent, hein, je suis très lent dans mon propos. Bon. C'est que l'humiliation, je ne vais pas donner une définition de l'humiliation, je vais donner une définition pragmatique. Je pense que les vraies définitions, c'est toute un travail philosophique qui a tourné autour de ça, au XXe siècle avec Wittgenstein. La définition, elle est pragmatique. Qu'est-ce que ça fait, l'humiliation? Eh bien, ça fait taire. L'humiliation, elle fait taire. C'est ça en effet, c'est quelque chose qu'on nous a fait, c'est éventuellement quelque chose que nous faisons à autrui,
que nous faisons à nous-mêmes, d'abord, peut-être. On se fait taire soi-même et puis on le fait à autrui. Et on a observé chez les petits-enfants que les humiliations généraient des troubles du langage, par exemple, des troubles neurologiques, des difficultés à développer les facultés du langage. Donc, je voudrais mettre au centre de notre sujet, autour de l'humiliation, le sujet parlant. Joachim l'a dit et je crois que c'est très important. C'est-à-dire, en fait, voilà, la faculté de parler, la faculté de raconter, de se raconter, d'écouter les histoires des autres. Voilà. Quelqu'un qui est capable de se raconter et d'écouter les histoires des autres et d'échanger des récits, ça veut dire qu'il est quelque part, il est sorti de l'humiliation. Il est capable, la parole, c'est par la parole qu'on sort de l'humiliation. Ça veut dire qu'il a renoué le fil de son histoire. Mais justement, les humiliations, elles trouent notre récit de vie et elles trouvent notre langage, notre parole. Et elle nous rend incapables de parler. Je dirais aussi que l'humiliation, on parlait de Lévinas tout à l'heure, l'humiliation, elle s'attaque au visage. Elle s'attaque au visage qui est la part de nous la plus vulnérable, mais aussi la plus expressive. Et donc, voilà, elle nous fait perdre face. Elle nous fait, alors, on a dit rougir et on a dit pâlir, blanchir. Rougir, c'est le côté honte. Dans l'humiliation, il y a de la honte. Bon. Mais pâlir, j'ai envie de dire, dans l'humiliation, il y a aussi de la colère, de la rage, de la rancune contre soi-même, de n'avoir pas réagi, par exemple. Oui, bon. Il y a même de la culpabilité éventuellement, et il y a du ressentiment qui va se creuser, de la honte. Et alors, on a là, dans cette double réaction mélangée, à la fois rougir et pâlir, bon, on a presque tout le double mécanisme de l'humiliation. L'humiliation, elle fait deux choses en même temps, où elle commence d'un côté, elle fait l'autre. Enfin bon, d'un côté, elle expose quelqu'un malgré lui. C'est ça la honte, c'est d'être exposé malgré soi. Autrefois, être mis au pilori, promener à travers la ville pour montrer à lui, c'est un voleur, etc. On le montre, mais on n'oubliera jamais que lui, c'est un voleur. Ça, c'est être monté, alors qu'on voudrait se cacher dans un trou. On ne voudrait pas être montré malgré soi. Et donc, ce qui est atteint dans cette sorte d'humiliation, mais ça se fait tout le temps dans les réseaux sociaux, hein, ça veut dire être montré malgré soi. Hein, c'est ça dont on parlait tout à l'heure dans les réseaux sociaux. Eh bien, ce qui est atteint, là, c'est le respect de soi. Hein, le respect de soi par les autres, hein, ou le respect de l'autre. Enfin, ce qui est atteint, c'est le respect. Tandis que de l'autre côté, au contraire, on est... la colère, c'est d'être mis de côté. Toi, tu n'es pas important, c'est d'être écarté, d'être invisibilisé malgré soi. On voudrait se montrer, on voudrait rentrer dans le cercle, on voudrait être on voudrait être avec. Et on parle de nous, mais on ne nous traite pas comme un sujet parlant. Beaucoup de scènes sont comme ça, hein, dans les scènes d'humiliation, on parle d'eux, mais on ne parle pas avec. On rit d'eux, on ne rit pas avec. C'est la grande différence. Il y a deux types de rire. Et donc, là, ce qui est atteint, c'est l'estime de soi. L'estime de la confiance en soi, d'être capable de montrer qui on est. Voilà, donc elle fait taire, elle attaque le sujet parlant. Et je vais un petit peu plus loin. Que devient la parole humiliée? C'est un très beau titre d'un livre de Jacques Ellul. On avait aujourd'hui à Paris un colloque sur Ellul et Ricoeur. Que devient la parole humiliée? Elle devient malade. Et ça se voit à une double pathologie. D'un côté, soit la parole humiliée va diminuer, elle va s'écraser, elle va devenir, elle va accepter qu'elle est dérisoire, qu'elle n'a pas de valeur, on peut rire de ce que je dis, et moi, du coup, je veux aussi rire de ce que disent les autres. Donc, c'est le niveau, on abaisse le niveau du langage pour qu'il n'y ait plus que des blagues, et des mauvaises blagues, et des sales blagues, de toute façon, tout est ridicule. On rentre dans ce je rigole dont je parlais tout à l'heure, on rentre dans ce cynisme et dans ce scepticisme dans lesquels les paroles n'ont aucune valeur. Ça, c'est la première maladie du langage. Elle nous touche énormément dans la société d'aujourd'hui. Elle est grave. Bon. L'autre aspect de la maladie du langage, c'est qu'au contraire, la parole va augmenter son importance, se durcir, se radicaliser, j'ai envie de dire se fanatiser. Ça donne des paroles fanatiques. Des paroles qui demandent follement qu'on les croie
Et donc, du coup, elles montent au niveau d'incroyabilité de ce à quoi elles prétendent, notamment, etc. Donc, ça peut donner des intégrismes, ça peut se voir dans le nationalisme, dans une certaine forme de militance. Hein, vous voyez, voilà. Mais ça va avec une parole qui, au contraire, est dogmatique et fanatique. C'est contraire de cynique ou sceptique. Vous voyez, et donc, voilà, j'ai envie de dire, le sujet parlant, pour sortir de cette double maladie du langage, le sujet parlant, il faut comprendre qu'il demande à être cru, il demande la crédibilité, il demande à ce que sa parole soit tenue pour crédible. Et que les paroles sont solides, les paroles, les promesses, ce sont des engagements, et ça tient, c'est solide, c'est important. Lorsque l'évêque de Digne, dans Les Misérables, dit à Jean Valjean qui venait de partir en volant les chandeliers et que les gendarmes le ramènent, il lui dit « Ah, mais vous avez aussi oublié les couverts, etc. » Puis, « Mais n'oubliez pas, vous m'avez promis de ne pas recommencer. » Et il n'avait jamais promis ça. Et donc, il lui prête cette capacité de promettre. Donc, ta parole, elle est importante. Alors qu'il n'avait jamais osé considérer sa parole comme importante. Et donc, il lui accorde quelque chose qu'il n'avait pas. Par cette espèce de pardon, il lui donne cette faculté de promettre. Alors, bon, c'est compliqué parce qu'en même temps, il ne faut pas non plus que toutes les paroles soient des paroles dures comme fer. C'est important que les paroles ne soient que des paroles. C'est important dans la vie des familles, par exemple, d'apprendre aux enfants que les paroles sont graves et qu'il ne faut pas dire n'importe quoi, et que les engagements, c'est des engagements, il faut les tenir, mais aussi, parfois, il faut aussi délier, il faut aussi faire redescendre la pression. Bon, c'est pas grave, voilà, on se délie d'une menace ou d'une promesse, il ne faut pas abuser de cette. Mais il y a un va-et-vient entre la parole importante et la parole pas importante. Je pense que ce qui est malade, c'est de n'avoir que des paroles pas importantes ou que des paroles trop importantes, trop graves, trop fanatiques, trop dures, trop tragiques. Donc, il y a un double apprentissage, je dirais, de l'important et du pas grave, du sérieux et du sourire. Vous voyez, bon, c'est essentiel dans l'éducation à la résistance à l'humiliation. Ça. Parce que justement, le cœur de l'humiliation, c'est que ce qui est important pour moi n'est pas important pour toi. C'est presque la scène même de l'humiliation, actuellement. Alors, je termine en disant, alors, comment est-ce qu'on peut déjouer l'humiliation ? D'abord, je pense que dès la famille, il y a énormément, toute une éducation une éducation, par exemple, à savoir au jeu. Dans le livre, j'insiste sur la dimension du jeu parce que le jeu, apprendre à jouer, et c'est pas facile, apprendre à perdre. Pour un petit enfant, apprendre à perdre, c'est très grave. Donc, il ne faut pas se moquer de lui quand il est mauvais joueur. Il faut lui apprendre à être bon joueur. Il faut lui apprendre à perdre sans être humilié et à gagner sans être arrogant. Mais il ne faut pas le faire en l'humiliant. Oui, c'est une porte ouverte à des humiliations futures. Ça. Il faut le prendre avec prudence. Bon. Apprendre à perdre, ça prend du temps. Apprendre à donner, apprendre à partager. Ton biscuit, tu m'en donnes un morceau. Ah oui, alors il donne un tout petit morceau. Mais ce tout petit morceau, peut-être que c'était très important. Et alors, mais qu'est-ce que tu me donnes? Vous voyez, bon, faire attention à nos rires. Vous voyez, moi, j'ai fait tout ce livre, avec tout ce chapitre que j'ai fait sur les caricatures, parce que je trouvais inquiétant l'usage que nous faisons des caricatures aujourd'hui. C'est important, la liberté d'expression. Mais je pense que ce qui est grave, c'est pas tellement ce que ça fait aux musulmans, les caricatures du prophète, mais qu'est-ce que ça dit de notre société? Une société du sarcasme, une société de la caricature, une société dans laquelle, autrefois, peut-être, il y avait des blagues anti-juives, si vous voulez. Et au début, c'était juste de la rigolade, et puis finalement, ça peut avoir des conséquences. Ça peut sentir très mauvais, les blagues. Si vous voulez. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, il fait tout un chapitre sur le rire, comme ça. Et c'est lors d'une des toutes dernières conférences, il y a une semaine, j'étais à l'UNESCO, justement, pour des paroles d'enfants, des trucs autour de l'enfance, d'humiliation dans l'enfance. Et soudain, j'ai réalisé en parlant que moi, je ris tout le temps. Et notamment mes enfants, chaque fois qu'ils disaient quelque chose de drôle, j'éclatais de rire. Et j'ai réalisé, parce que j'ai compris après des petites réactions d'humeur qu'ils avaient eues. Ils avaient dit quelque chose de tellement bien philosophiquement, c'était des trouvailles philosophiques. Et moi, j'éclatais de rire parce que je trouvais que c'était magnifique.
Mais eux, ils pensaient que je me moquais d'eux. Mais bon, donc, sans cesse, il y a des écarts entre ce qu'on fait. Il n'y a aucune intention de humilier mes enfants, vous imaginez bien. Et pourtant, on humilie malgré soi. Ça arrive tout le temps. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, bien sûr, l'éducation à l'humour, justement. Rire avec, non pas rire d'eux, non pas rire pour écarter les autres, pour les jeter, on se moque pour s'en moquer, mais rire avec. Hein, c'est une des scènes qu'on a dans l'Iliade, où Héphaïstos est pris par Zeus et jeté à l'autre côté du banquet parce qu'il a été un peu insolent, et il se relève en riant et en boitant, parce qu'il a été vraiment abîmé par le truc. Et tous les dieux éclatent de rire. Et du coup, Zeus est obligé d'éclater de rire aussi. Si vous voulez. Donc, refaire l'unité par un rire dans lequel tout le monde est inclus. Bon, ça, c'est quelque chose que, par exemple, qu'on voit très bien chez Charlot. Charlot, c'est un personnage très passionnant, bien observé. Il faut regarder les films de Charlot. Charlot n'est jamais humilié et il n'est jamais humiliant. Pourquoi est-ce que Charlot n'est pas humiliant? Là, il y a peut-être d'ailleurs une vieille tradition, je pense, juive, d'une culture qui a été souvent humiliée et qui a dû apprendre à faire avec ça et à trouver comment résister à ça sans prendre le venin, le poison en soi. C'est pas évident hein, de faire ça. Voilà, et puis je dirais surtout éducation à la confiance. Confiance dans la parole, confiance dans sa propre parole, dans la parole des autres, etc. C'est vraiment tout à fait central, avec une sorte de bienveillance a priori, une sorte de bienveillance de approuver l'autre. Je peux désapprouver ce que tu dis, je peux désapprouver ce que tu fais, mais je t'approuve d'exister. Je suis heureux que tu existes. Ça se sent. Un petit bébé qui n'a pas le langage, il sent la bienveillance dans la voix, etc. Je termine en disant encore une chose rapide. Une seule chose, il y avait trois choses, mais une seule chose qui me semble très importante, c'est une scène sur laquelle je termine le livre, en fait, qui est une scène que c'est Paul Ricoeur qui m'avait rendu, le philosophe Ricoeur, qui m'avait rendu attentif à cette scène, une scène de l'Orestie d'Échille. Dans l'Orestie, donc vous savez, c'est une trilogie, il y a le meurtre, alors Agamemnon qui a tué sa fille, Iphigénie, puis après Clytemnestre qui tue Agamemnon, et puis Oreste qui tue Clytemnestre. Enfin oui, bon, c'est des Atrides, hein. C'est une famille terrible. Bon. Et donc, Oreste, il est poursuivi par... Ça continue, la vengeance continue. Il est poursuivi par les déesses, les furies, les fureurs de la vengeance, hein, de la haine, de la vengeance, qui sont comparées à des chiennes assoiffées de sang. Oui, bon, c'est ça, hein, c'est le ressentiment, la haine terrible, bon, le désir de faire du mal. Voilà, bon. Et ces fureurs, ces furies de la destruction, qui sont complètement irrationnelles. Hein, bon, c'est comme dans la Médée d'Euripide, où Médée, elle va pas seulement, elle pourrait se tuer, non, elle va se tuer en tuant tous ses enfants qu'elle avait eu avec Jason, parce qu'elle a été jetée par Jason, elle va tuer tous ses enfants. On croirait lire des faits divers d'aujourd'hui, si vous voulez. Ça arrive tous les jours, des choses comme ça. Il faut arrêter de dénier cette capacité qu'ont les humains à faire le pire, à être capable de faire le pire. C'est en nous, voilà. Ces chiennes assoiffées de vengeance, c'est nous. Ces puissances de mort, c'est nous. Et le travail de la tragédie grecque, c'est un travail de conversion. Comment est-ce qu'on va convertir les Érénies en Euménides, en bienveillantes? Ce sont les mêmes qui sont les déesses de la mort et de la fureur qui vont devenir les déesses de la bienveillance, de la paix, de la fécondité, de la naissance, etc. C'est les mêmes. Parce que la mort et la naissance, ça se touche. Donc, alors, comment est-ce que fait Athéna pour convertir la fureur comment est-ce qu'elle fait pour réveiller le fond de bonté qu'il y a dans la fureur, le fond de la compassion pour les petits êtres vulnérables et pour les petits êtres, pour la naissance, pour la fécondité qu'il y a dans les déesses de la mort. Et bon, eh bien, elle le fait en disant, attendez, mais vous n'êtes pas vaincus. Vous n'êtes pas vaincus, on a besoin de vous. On a besoin, revenez dans le cercle, revenez avec nous. Et ce discours, le cœur tragique répond, ah, je sens que ma colère s'en va. Juste parce qu'on leur dit juste, vous n'êtes pas vaincus, vous n'êtes pas éliminés, vous n'êtes pas écartés, vous n'êtes pas jetés, on a besoin de vous, revenez avec nous. Bon.
Je ne sais pas si on pourrait aujourd'hui écrire une lettre, une supplication à la Russie en disant, je ne sais pas, vous avez, regardez vos musiciens, regardez vos romanciers, mais retrouvez le fond de bonté, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Pourquoi est-ce que vous êtes devenus des démons? Oui, certainement, nous vous avons humiliés. Vous pensez quand même, 89, je fais une parenthèse, j'aurais dû terminer ma conférence, mais je rajoute un truc. 89, mon Dieu est tombé, je bouge trop. En 89, 91, j'étais en Turquie, parce que j'ai enseigné longtemps en Turquie, et donc il y avait une base militaire américaine dans laquelle ils bradaient tous les restes de l'armée rouge. Des chapkas, j'avais acheté une chapka magnifique, avec des insignes de l'armée rouge. Etc. Et dans les insignes de l'armée rouge, je vois un insigne de l'armée de l'air, et je me penche, et c'était donc l'armée de l'air, c'est des ailes avec l'étoile rouge au milieu. Et en fait, c'était un faux, c'était des jambes de femmes écartées. Voilà. Ça, c'est la victoire de l'Occident en 89. Il faut voir que ça, c'est des images qui restent. Et quand j'ai vu dans le documentaire d'Arte sur les Wagner, ça se termine, il y a eu un prix récemment sur le documentaire d'Arte sur les Wagner, j'ai oublié la réalisatrice. La dernière image, c'est un Wagner qui s'éloigne dans la nuit et qui dit oui, on va prendre, il est en Afrique, il est en train de, on va prendre les diamants, l'or, enfin tous les métaux, le coltan que cherchaient les écrivains. Mais ce qu'on veut, c'est les enculer. Mais bon, c'est là qu'ils en sont. Donc, j'ai envie de dire, j'applique l'Orestie des chiffres, il faut l'appliquer aussi on peut l'appliquer dans les familles, on peut aussi l'appliquer à l'échelle internationale. Et là, je pense qu'aujourd'hui, nos rationalités politiques ne sont pas à la hauteur. Et il leur manque des lieux de culte. Des lieux de culte, la messe, le culte, les synagogues, ça, c'était des lieux où liturgiquement on répétait le tragique pour en sortir. On faisait tout ce travail de répétition qui sortait du tragique. Et lorsque les cultes n'existent plus, lorsque les temples se sont écroulés, eh bien, il ne reste plus que le politique à l'état brut qui est incapable de sortir de ce genre de passion suscitée par l'humiliation. Merci. Je vais prendre quand même. Oui, essayez. Il faut le brancher. Très grand merci, Olivier Abel, pour avoir jeté des ponts entre l'humiliation d'hier et d'aujourd'hui, entre les philosophes grecs et notre actualité, de manière à nourrir notre réflexion dans toutes ces directions et nous faire percevoir l'actualité, l'actualisation de l'humiliation dans nos sociétés. Voilà, c'était magnifique. Maintenant, nous avons un temps de partage, de débat, le micro sans fil. Et une question là-bas. Est-ce que l'obsession Tout à fait, excusez-moi, j'ai oublié que j'avais le micro. Oui, tout à fait, ça fait partie. Tout ce qui augmente la capacité de comparer, de tout comparer, de tout classer, de nommer. C'est pour ça que le langage, qui peut être le lieu de la délivrance, du lien, etc., peut aussi être le lieu, le pire de l'humiliation, parce que le langage, il nomme, et donc il chasse. Nommer, c'est classer. Nommer, c'est mettre dans une boîte. C'est ça tout le temps. Ouais. Donc les mots, malgré nous, il faut faire très attention avec les mots, avec les énoncés, parce que ça peut être, ça a à voir avec ça. C'est exacerbé dans les sociétés de. Alors, c'est pas, il y a le marché. Je pense que le marché, c'est un univers de la quantité, de la quantification, le prix, combien tu vaux, combien je vaux, combien ma minute vaut, combien. Ça se voit, j'avais presque dans une rencontre, derrière une caisse d'une supérette. Voilà, il y a quelqu'un dont le temps n'a aucune valeur. Donc, voilà, il est très content d'être là et de parler un peu avec la caissière, etc.
Puis derrière lui, il y a quelqu'un qui, dans chaque minute, vaut beaucoup d'argent, parce que voilà, du coup, il accepte des choses, mais du coup, il a un temps très, très serré. Et donc, il y a un choc de temporalité, par exemple, mais ça, c'est un choc hyper humiliant, perpétuel. C'est des situations comme ça. Donc, ça peut se voir dans. Et puis alors, c'est ça, ce que vous dites, c'est ça qui rend impossible, qui rend invisible l'humiliation, parce que l'humiliation ne rentre pas dans la sphère du juridique. C'est très difficile de juridiciser l'humiliation. Hein, des coups, des blessures, des inégalités, ça se mesure, des injustices. Mais des humiliations, c'est très, très compliqué. Et on est dans une société où, en gros, toutes les considérations morales sont traitées avec beaucoup de mépris. La morale elle-même, il a fallu qu'elle se déguise en droit, des droits, des devoirs. Il y a tout un langage de la morale qui s'est déguisé à l'intérieur d'un langage du droit. Mais la morale, ce n'est pas le droit. C'est autre chose. Vous savez, la morale, personne ne peut. C'est pas du droit, c'est pas des devoirs. Ça part du cœur, ça part des bonnes volontés, ça part. Il ne dit pas qu'il n'y a pas des lois au sens ancien, des règles qui nous aident à nous dépayser hors de nous-mêmes, mais ce n'est pas des lois au sens juridique. Voyez, bon. Je pense que voilà, on est une société qui s'affaisse, la morale s'est affaissée dans le droit, et le droit est en train de s'affaisser dans la technique, dans les mesures purement techniciennes. Et je pense que ce double affaissement, il est très humiliant. Semblait évoquer sur l'obligation de conscience, comme est-il aussi l'obligation de conscience. Ah, magnifique. Merci. Très juste. Non, c'est sûr hein, que je reviens juste sur le dernier mot, là. L'humiliation, ça va avec l'humus, ça va en effet avec vraiment on n'est que de la terre, on n'est que, etc. Non, votre question est très, 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 très juste parce qu'on pourrait, les premiers mots que j'avais prononcés, je me suis dit, oui, c'est vrai, il faut penser que l'humiliation, il faut toujours être deux. On peut humilier sans le vouloir. Sans le vouloir, je dirais, même en faisant attention. D'ailleurs, je pense que on est encore plus humilié par quelqu'un qui a surtout ne pas voulu vous humilier et qui vous humilie, d'autant plus qu'il ne le voulait pas. C'est encore presque plus humiliant. Donc, voilà, c'est truc qu'on ne peut pas enlever de soi. Il faudrait. Voilà, peut-être il y a des expériences de vie, peut-être, qui manquent à ceux qui sont tellement engoncés dans ces habitudes. Et donc, c'est là que parfois certaines humiliations subies nous font sortir, nous éjectent en dehors d'une gangue protectrice
Et c'est quelque chose que je n'ai pas tellement dit. Je pense que dans le rapport des forts et des faibles, aujourd'hui, Simone Weil disait ça. Elle disait, on est toujours barbare avec les faibles. Dans la barbarie, il y a aussi une dimension d'humiliation. Ce n'est pas juste l'écrasement physique, c'est aussi l'écrasement moral. Elle disait ça. Et on a envie de dire, bon, à ce moment, il faut que personne ne soit trop faible. Il faut armer les faibles. Mais le problème qu'on peut avoir en philosophie politique quand on lit Hobbes, par exemple, c'est que Hobbes pense que les plus faibles peuvent toujours faire du tort aux plus forts. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est un petit peu dans le sens de ce que vous venez de dire, les plus forts, les plus grands, etc., ils sont hyper protégés. Et ils sont hyper protégés dans leur maison, dans leurs voitures, qui sont des voitures très, très bien protégées. Mais je dirais aussi d'abord protégés par une manière d'être hyper protectrice. Ils savent faire avec. Enfin, voilà, ils ont une sorte d'insensibilité. Il y a une corde d'insensibilité. Et c'est pour ça que le mot d'ordre, c'est un mot qui, je crois, vient de Henri Michaud, c'était déprotégeons-nous. Déprotégeons-nous. Si on veut sentir ce que nous faisons, si on veut sentir ce que nous faisons subir, nous devons nous déprotéger. Je pense que le problème, c'est pas tellement c'est pas tellement de donner des droits aux plus faibles. Ça, c'est que les plus forts se déprotègent. Ils sont très protégés. Et ils sont très protégés par par cette mort, ou en tout cas par cette inconscience qu'ils ont d'être dans cet état-là. Donc oui, merci beaucoup, c'est, je crois, un point très, très important. Mais en même temps, je reviens sur le petit mot du début, il faut être deux pour qu'il y ait humiliation. Quelqu'un qui ne ressent qu'une humiliation, il dit, voilà, ça existe aussi. Et quelqu'un peut être humilié pour pas grand-chose aussi. Mais c'est compliqué. N'est-ce pas là un paradoxe? Parce que le fort qui se fait protéger est, si j'ai bien compris, moins susceptible, même sans le vouloir, d'humilier celui ou celle qui est de fait moins protégé. Mais pour le fort, la vie c'est catégorial, le fort qui consent à se déprotéger, est-ce que ce n'est pas aussi prendre le risque, faire de la face, prendre le risque d'être humilié? Oui, je pense, mais je pense que c'est très important de devenir vulnérable à l'humiliation. C'est ça qui nous manque, de devenir vulnérable à l'humiliation. Et je pense que voilà, quelqu'un qui a des très grosses chaussures, il peut marcher sur des petits animaux, il ne se sentira pas. Mais s'il était pieds nus, les petits animaux, il pourraient quand même lui faire sentir un petit peu ce qu'il fait, quoi. Oui, bon, c'est l'image, hein, mais c'est un peu ça que j'éprouve dans notre société. Voilà, on est protégé quand même. On est peu sensible, et on est peu vulnérable parce que justement, on a une bonne coque qui nous protège. On est une société très, très hyper protégée. Je pense que c'est ça, je dirais, qui définit notre société pratiquement. C'est l'hyper-protection. Et je pense que c'est une société, en fait, du coup, qui manque de courage, simplement. Qu'est-ce qui a fait que dans votre exposé, vous parliez deux fois de la Grèce? Agamemnon et Chine, et les hominides et les animaux. Qu'est-ce que vous pouvez approfondir de ce que représente maintenant cet héritage pour pas seulement les individus, pas seulement pour la société d'aujourd'hui, mais, comme vous l'avez dit, pour les politiques. Peut-être en même temps, la deuxième question en même temps, peut-être, comme ça. Ce n'est pas tout le temps moi qui parle.
Et quelle direction prendre pour trouver une manière politique? Des choses négatives et des choses positives. Il faut souvent dire le piège, alors qu'il y a une subtilité à imaginer une violence qui n'est pas une violence. Et alors qu'il y a une violence qui est humiliante. Donc il y a là quelque chose. Alors, les deux questions se rejoignent un peu en fait, hein, parce que justement, si moi je fais appel au cours de mon exposé à des vieux scénarios tragiques ou épiques ou bibliques, etc., c'est parce que je pense que l'arène du débat des sciences sociales, je dirais moderne mais fournier, on y a quand même une certaine conception de la science, de l'observation, de la mesure, etc. D'ailleurs, parfois, justement, des classements, d'ailleurs, etc. Et qui veulent avec une certaine rationalité politique sont insuffisants. J'ai besoin de faire appel à des fables, si je peux dire. Vous voyez, j'ai besoin de faire appel un peu comme Platon faisait appel parfois à des mythes qu'il inventait à moitié, mais qui font partie qui relançaient la discussion autrement. Il faut arrêter, quand les discussions sont dans l'impasse, il faut arrêter les discussions, raconter une histoire qu'on puisse interpréter de plusieurs manières et qui nous aide, on peut dire, à nous dérouter, à nous réorienter autrement. C'est ça qui m'intéresse, c'est cette dimension un peu onirique que ça apporte dans un débat parfois hyper rationnel. Alors, voilà, moi c'est ça que je vais chercher je réponds à la première question, c'est ça que je vais chercher dans l'héritage grec, et je pense que grec, mais aussi biblique, hein, vous avez vu. Et Simone Weil, la philosophe, hein, je ne parle pas de la ministre, elle disait finalement, le génie grec, on le trouve dans l'Iliade, au moment, à la fin de l'Iliade, dans une sorte d'amour d'ennemi, lorsque Achille, Priam va se jeter aux genoux d'Achille pour le supplier de lui rendre le corps de son fils, et que Achille le relève en pleurant, en mettant, vous voyez, il tombe dans les bras l'un de l'autre en pleurant. Vous voyez, c'est une scène extraordinaire quand même, il faut se sentir. On est dans un texte très archaïque là quand même. Vous voyez, bon. Et elle dit, il y a ça, et puis il y a l'amour des ennemis, il y a Jésus, il y a, etc. dans l'Évangile. Elle dit, c'est le même génie, c'est le même génie. Si vous voulez. On peut trouver les mêmes scènes dans le texte biblique, par exemple, lorsque Saül pourchasse David et qu'il a besoin de faire ses besoins, il va dans une grotte pour faire ses besoins, et David et ses quelques camarades sont cachés au fond de la grotte, et quand Saül redescend de la montagne, David sort de la grotte en brandissant un morceau de la tunique de Saül, oui c'est Saül, pardon, c'est bien ça, oui, qu'il a coupé, et dit « Ah ah, tu vois, tu étais là, j'aurais pu te tuer, etc. » Bon, d'abord, c'est très intéressant pour la guerre, hein, pour l'éthique de la guerre. Est-ce qu'on peut tuer un ennemi qui est en train de faire ses besoins? Vous voyez, bon, est-ce qu'il n'y a pas des endroits où il y a une humanité minimale? On va dire, bon, fermons cette parenthèse. Mais la réponse épique, là, c'est la réponse de Saül qui dit « Ah, David, là vraiment, je vois que tu vas être roi. Tu es digne d'être roi, parce que ce que tu as fait là, moi, je ne l'aurais pas fait. » C'est quelle parole incroyable. Et bon, ça, c'est des paroles, ça, c'est des scènes tout à fait extraordinaires. Bon, donc voilà, je pense que nos politiques, ils ont besoin qu'on leur raconte ce genre d'histoire, parce qu'ils ont besoin de se ressourcer dans des choses comme ça. Bon. Alors maintenant, par rapport à la rationalité politique, c'est un peu la même question. Je pense que la rationalité politique, c'est la rationalité du débat dans un amphithéâtre, par exemple, où il y a des débats, à la Chambre des députés, etc. Et puis à un moment, il faut arrêter une décision. Il y a du débat, il y a des décisions, etc. Et simplement, dans le débat, il y a des arguments qui ne sont pas présentables, qui sont pas présentables parce qu'on en a honte, parce qu'ils sont
soit parce qu'ils sont trop méchants, trop mauvais, donc il y a une partie, c'est filtré, hein, le politique filtre ce qui est convenable, ce qui peut rentrer dans l'arène politique, et puis les passions les plus sordides qui existent en fait dans la société. Elles ne peuvent pas s'exprimer dans l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on en fait? Elles vont apparaître sous des formes tronquées, sous des formes masquées, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est les mêmes forces qui sont aussi capables de discours ou de comportements complètement d'abnégation, je dirais, envie de dire, presque de don de soi, presque sacrificiel, oui, presque angélique, si vous voulez. Bon, la faculté du bon, elle est aussi complètement irrationnelle. Et j'ai envie de dire, voilà, on a besoin, au bord du politique, ce que j'appelle un théâtre, comme l'était le tragique grec, dans lequel s'expriment ces passions qui sont à la fois les passions les plus sombres, mais aussi ces passions les plus profondes je dirais, du meilleur. C'est le meilleur et le pire. Je vais vous lire une phrase. C'est la phrase d'un philosophe que j'affectionne, sur lequel j'ai écrit un ou deux livres, qui s'appelle Pierre Bayle. Pierre Bayle a écrit un dictionnaire historique et critique. Et dans le projet du dictionnaire, il dit un truc très fort, il dit « L'homme préfère », on est en 1696-97, « L'homme préfère se faire du mal pourvu d'en faire à son adversaire, à son ennemi, que de se procurer un bien qui tournerait aussi à l'avantage de son adversaire. » Se procurer un bien qui tournerait aussi à l'avantage de l'adversaire, ça c'est la rationalité. C'est la rationalité économique, c'est la rationalité politique. Voilà, on est gagnant-gagnant. Je te procure un bien qui va me permettre à moi de me procurer un bien. Je me procure un bien qui va te procurer. Ça marche ensemble. Bon. Dire que l'homme est capable de préférer se faire du mal pourvu d'en faire à son adversaire, mais on sort complètement de la rationalité. D'accord? Là, on est dans l'horreur. On est dans la faculté qu'ont les humains de se détruire pour détruire les autres. Il y a des divorces qui se passent comme ça, mais il y a des rapports entre les peuples qui sont comme ça. Bon. Il faut mesurer que ça existe. Mais aussi, quand il dit ça, Bayle, ça veut dire aussi que les hommes sont capables de sacrifier. Ils sont capables de voir quelque chose de plus grand que leur vie, quelque chose de plus beau que leur vie, de plus important que leur vie. Et donc, ce même geste que vient de décrire, c'est aussi, on peut dire que c'est très pessimiste, on peut aussi dire que c'est incroyablement optimiste. Parce que finalement, dire, voilà, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire si vous donnez à ceux qui vous donnent? Que faites-vous d'extraordinaire? Vous voyez, bon, c'est pas la question, je pense. L'articulation entre ces deux registres. Dans la tragédie grecque, il y avait deux scènes. Il y avait la scène humaine, et puis au-dessus, c'est comme ici, en fait, au-dessus, il y avait la scène divine. Et donc, il y avait un va-et-vient entre le niveau humain et le niveau divin. Lorsque, par exemple, Israël a trahi son Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais Dieu, il est en fureur. Lâche-moi, je vais tous les écrabouiller, mais putain, il le mérite. Bon. Et Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, attends, arrête. Et Moïse, il va peu à peu l'apaiser. Il va l'apaiser. Il va l'apaiser au point de le délier. Parce que le mot qui est employé pour le pardon, c'est le mot qui veut dire, lorsque vous avez attaché un cheval qui était comment est-ce qu'on dit, je ne connais pas, je ne suis pas assez cavalier, un cheval fou, si vous voulez. Bon. Et le moment où on apaise complètement le cheval, c'est le moment où on lâche les rênes, le moment où on lui lâche la bride. Et ça veut dire qu'on n'a plus besoin de le tenir. C'est un moment très risqué, mais c'est ça qu'il faut faire. Il y a un moment où il faut dire, voilà, c'est à toi, ça dépend de toi. Vas-y. Si tu veux te venger, vas-y, venge-toi. Mais tu peux aussi ne pas te venger. Tu peux aussi pardonner. Et on bascule du pire, la vengeance, dans le pardon, le plus sublime. C'est ce geste-là que Moïse fait faire à Dieu. Et donc, cette scène théologique, c'est aussi une scène, j'ai envie de dire, qui marche en bas. Si marche en haut, ça marche en bas. Parce que Yahvé est capable de faire ça, les hommes sont capables de faire ça. Et parce que les hommes sont capables de faire ça, Yahvé est capable de faire ça. Vous voyez, il y a eu une sorte, excusez-moi de dire la chose comme ça, il y a une sorte d'éducation mutuelle de Dieu et des hommes. Dans la texte du Bible, il y a quelque chose comme ça qui est très important. Mais dans le tragique grec aussi. Dieu est converti. Les dieux, le divin terrible, le Dieu obscur, comme Mastramer, le Dieu méchant, peut être converti, devenir un Dieu d'amour. C'est pas évident, c'est pas gagné. On le voit tous les jours entre nous, les humains, c'est pas gagné.
C'est ça la question. Vous avez évoqué le humanisme, Oui. et la chair. Ah, mais vous avez des bonnes questions, hein. Alors, moi je pense qu'en effet, le grand récit moderne, c'est le grand récit de l'émancipation. Ça a été notre grand récit. Jean-François Lyotard et d'autres philosophes ont insisté sur ce grand récit et sur le fait qu'aujourd'hui, c'est fini les grands récits. Nous ne croyons plus au grand récit du progrès, au grand récit de l'émancipation, etc. Et donc, les récits ont explosé, il n'y a plus que des petits bouts de récits dans tous les coins, etc. Mais justement, il y a un grand récit qui est en train de se reconstituer, qui est hyper venimeux et plein de ressentiments, et c'est justement le grand récit du ressentiment, qui est en train de coaguler des gens, les humilier de toutes sortes, si je peux dire, qui font comme s'il y avait une seule humiliation, que c'était tout la même chose et qu'il n'y avait qu'un seul récit. Alors que on peut pas, alors que c'est complètement faux, c'est une scène complètement fantasmatique. Finalement. On a affaire là à une scène fantasmatique, c'est extrêmement dangereux, donc je partage complètement votre inquiétude là-dessus, ce côté alibi, etc. Je me souviens un texte de Pasolini, je ne sais pas si vous connaissez, vous voyez Pasolini, il a écrit un livre qui s'appelle Les Lettres luthériennes. Au début des Lettres luthériennes, il dit « Ah, il y a un problème, tous les enfants italiens, là, garçons, filles, etc., ils sont tous moches, ils sont tous méchants, toutes bêtes. Pourquoi ?» Il continue son enquête, il dit « En fait, ils payent pour leur père. » Ce n'est pas leur faute. Ils payent pour leur père. C'est leur faute, si, parce qu'ils n'ont pas rompu avec leur père. Ils sont complètement restés dans ce que les pères avaient préparé pour eux. Et qu'est-ce qui est commun à tous les pères italiens, qu'ils soient communistes ou qu'ils soient la démocratie chrétienne, etc., c'est de croire que la pauvreté est le pire des malheurs. C'est le postulat commun de tous les pères italiens dans les années 50, 60. Et donc, ils ont généré une jeunesse veuve et bête et moche. C'est horrible, hein, c'est un texte. Et en plus, il dit, c'est tragique et c'est normal, ils payent pour leur père. Et donc, le tragique, c'est ça. Le tragique, c'est on paye pour les pères. Et donc, il faudrait rompre avec ce qui nous précède. Alors là, on tombe dans quelque chose d'autre que j'ai découvert en parlant avec des amis musulmans et un ami imam à Nîmes. Il me disait, oui, mais tu comprends, ces jeunes, ils voient leur père humilié. Ils voient leur grand-père humilié. Eux-mêmes, voilà, ils n'y croient plus, etc. C'est leur faute. Hein. Pasolini dirait c'est leur faute. Ils n'en parlent plus. Oui, mais ils vont rompre. Et comment est-ce qu'ils vont rompre? Ils vont rompre en disant, vous, les pères, les grands-pères, vous avez été des mauvais musulmans. Donc, rupture totale avec la tradition. Ils essayent de faire ce que Pasolini demande, rupture avec la tradition. Nous, on va faire un vrai islam, un nouvel islam pur. Mais c'est pratiquement biblique. C'est ce que fait Israël dans certains textes du Deutéronome, etc. Ils ont été punis par Dieu.
Mais la colonisation, c'est une punition divine parce qu'ils n'étaient plus des bons musulmans. S'ils avaient été restés des bons musulmans, jamais ils auraient été punis par Dieu. Donc, tout ça, tout ce qui leur est arrivé, c'est leur faute. Et donc, on n'a aucun respect pour les pères. Vous voyez, c'est ça qui se passe. C'est super grave, vous voyez. Donc, c'est compliqué cette affaire. Voilà, je n'ai pas de solution. Je me dis, là, on est dans un super drame parce que, alors, il faudrait que je me disais, il faut que je travaille à fond dans les textes bibliques pour trouver qu'est-ce qui est trouvé dans les textes bibliques pour les faire sortir de ce piège abominable de la pureté. Parce que ça se passe aussi, le discours de la pureté dans le texte biblique, il est là. C'est la trace d'une époque fanatique. Il y a un fanatisme nationaliste israélien. Ça, c'est oui, d'Israël, le centre d'Israël ancien, jeté en exil à Babylone, qui essaie de se retrouver en se séparant des autres, mais ça a créé quand même quelque chose comme ça, bon, pour des siècles. Bon. Il faut comprendre ça, je pense. Mais je ne sais pas comment on va en sortir. Au nom de l'autonomie, on renonce à la précédence. C'est pour ça qu'on renonce à être justifié. C'est pas le c'est on s'auto-justifie. Oui, alors, c'est très important. Moi, je dirais un tout petit peu autrement. Je dirais, je vais repartir de la réforme de Luther et de Calvin, qui font ce travail d'émancipation très fortement. Très fortement. Émancipation, ça veut dire d'abord qu'on accepte qu'on est en servitude et qu'on est dans la servitude qui est la pire des servitudes, qui est la servitude dans laquelle on se met soi-même, le self-arbitre, qui est Luther. C'est-à-dire, pour la Boétie, la servitude volontaire. On est là-dedans. Et donc, il va falloir être... On est libre parce qu'on est libéré, parce qu'on est délivré de l'extérieur. Vous voyez, bon, c'est un peu ce que... Et donc, une émancipation qui ne doit rien à personne, qu'à soi-même. Quand on pense qu'on est... voilà, ce que j'ai, je les mérite. J'ai tout ce que j'ai, moi, j'ai ce que je mérite. Et si les autres sont comme ça, c'est qu'ils l'ont mérité aussi, si vous voulez. Bon, ça, c'est quelque chose, c'est un piège abominable. Et c'est un piège puéril. Parce que je pense que quelqu'un qui... L'émancipation, la sortie de l'état de minorité, le signe, l'attestation de quelqu'un qui est sorti de la minorité, c'est sa faculté de se retourner pour dire merci. C'est la faculté de la gratitude. Pour moi, l'émancipation est inséparable de la gratitude. De se retourner pour dire mais merci à tous ceux qui m'ont autorisé à grandir, à m'émanciper. Et donc, si j'ai le sentiment de ne rien devoir, que rien ne m'a autorisé, en fait. Les gens qui sont très émancipés, ils ont été très autorisés. Ils ont été très soutenus, en fait. Bon. Et s'ils croient ne rien devoir à personne, c'est le problème de certaines élites, dont on en a parlé tout à l'heure, eh bien, c'est extrêmement dangereux. Donc, c'est comme ça que je le dirais, mais c'est un peu la même chose. J'entends une insensible à l'humiliation, et ce serait cette insensibilité à l'humiliation qui générerait une humiliation. Dans une telle perspective, l'hypothèse serait, pour une société humiliante, il faudrait donc consentir à vivre soi-même, consentir à l'essentialité, c'est-à-dire consentir à vivre soi-même cette humiliation. Puisque ce n'est pas parce que nous sommes simplement possible que nous ne sommes pas humiliés. Elle se manifeste entre nous. Donc ce serait, dans cette perspective, pour une société moins humiliante, c'est consentir à soi-même. Bon, c'est un peu chrétien quand même, ça. Oui. Non, mais il y a de ça, certainement. Hein, j'entends bien. Il y a quelque chose comme ça.
quand je dis déprotégeons-nous, je veux dire redevenons sensibles. Redevenons sensibles. Je pense que je reviens sur le débat entre le stoïcisme et la réforme. C'est un débat très intéressant. Calvin en est le siège de cette histoire. Parce que Calvin, il commence dans le stoïcisme. Il fait une thèse d'abord sur Sénèque. Et bon, il est très, très touché par le stoïcisme. D'ailleurs, comme une génération plus tard, comme Montaigne. Montaigne commence par le stoïcisme. Après, il va s'en détacher. Pour la même raison. Pour la même raison, c'est que Calvin dit, oui, mais avec ça, on est comme une bûche insensible. Et qu'est-ce qui va l'aider, qu'est-ce qui va le délivrer de cette insensibilité? D'abord, il faut se vider du souci de soi. Dans le stoïcisme, il est marqué par une école philosophique qui est le soin de soi, le soin de son âme. Il faut que l'âme devienne... Il faut protéger l'âme de toutes les choses extérieures qui pourraient l'abîmer. Donc, il faut s'insensibiliser pour protéger l'âme. Calvin, il a un débat auquel Luther a applaudi avec l'évêque Sadolet de Genève, qui disait, mais quand même, c'est très bien tous ces mouvements de réforme, mais il faut quand même un peu vous soucier de votre âme. Et Calvin, il répond, l'épître à Sadolet, il dit, mais il a raison, votre évêque, il faut se soucier de votre âme. La meilleure manière de vous soucier de votre âme, c'est de confier ce souci à Dieu. Oui. Et il a des mots carrément pour dire qu'il faut se vider de tout souci de soi. Très important. La grâce, c'est être délivré du souci de soi. Être délivré du souci de soi. C'est curieux parce que la réforme, 2 siècles après, est retombée dans une immense préoccupation du salut et donc du souci de soi. Ça peut avoir aussi d'égoïste, si vous voulez. Je retrouvais dans le journal d'André Gide, André Gide, très jeune, qui a écrit dans son journal « Égoïsme du salut ». C'est génial, c'est une observation théologique, si vous voulez. Bon, et très calvinienne en ce sens-là. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Excuse-moi. Alors voilà, qu'est-ce qui va délivrer? Donc il y a ça, cette dépréoccupation de soi. Mais le texte biblique y aide énormément. Pourquoi? Parce que dans les psaumes, ce n'est pas du tout un hasard, si les psaumes, c'est vraiment le miroir de l'âme, le miroir de l'âme. Parce que dans les psaumes, est-ce que ce qu'on voit, est-ce que c'est un sujet stoïcien, un sujet rationnel, je dirais raisonnable, autonome, maître de soi, etc. Pas du tout. Pas du tout. C'est un sujet hyper passionné, il pleure, il crie, il chante, il est content, il est dans les 36e dessous. Il passe par toutes les passions. Toutes les passions humaines, dans les psaumes, dans le même psaume, vous pouvez alterner le chagrin, la joie, etc. Mais vous imaginez l'espèce de bouleversement que ça a été pour des gens qui avaient sucé le stoïcisme ou même une certaine morale un peu étriquée, un peu moraliste, si vous voulez, et qui soudain trouvaient dans les psaumes tout ça. Et puis dans le texte biblique, pourquoi pas le Cantique des Cantiques. Enfin, vous voyez, Calvin défend le fait que le Cantique des Cantiques soit dans le canon. Et voilà, c'est important, il y a tout ça. On vient avec tout ça, on vient devant Dieu avec tout ce que l'on est. Donc les passions, toutes les passions font partie, on pourrait dire, au miroir des Écritures, sont dans la main de Dieu. Je pense que ça, c'est un énorme élargissement. Et j'ai envie de dire, depuis cet élargissement, dans le sillage duquel on a eu Marguerite de Navarre avec l'Heptaméron, lisez l'Heptaméron, Marguerite de Navarre, qui a écrit Le miroir de l'âme pécheresse. Lisez l'Heptaméron, c'est des histoires de cul, je le dis comme ça. Et elle raconte son petit frère, François Ier, qui va chercher son amant dans un placard qui est la femme d'un vieux barbon, etc., à l'insulte. C'est extrêmement drôle, mais il y a aussi des histoires de moines, violeurs, etc. Enfin, toutes les histoires contemporaines, c'est la même chose. Lisez les témoins, c'est un texte tout à fait incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils ont lu les psaumes. C'est la même histoire. Et on a Shakespeare et on a Rabelais. Il pleurait comme un veau, il riait comme une vache. J'ai oublié comment il dit ça. Vous voyez, vous vous rappelez le moment de la naissance et de la mort en même temps. Vous avez tout ça en même temps. C'est rabelaisien. La Renaissance, elle est rabelaisienne parce qu'elle est devenue biblique. Il faut qu'on réalise ça. Et j'ai envie de dire, depuis, on a cessé de nouveau de rétrécir la scène du miroir. C'est quoi notre miroir aujourd'hui? Vous voyez, c'est un miroir hyper, en fait. On parle surtout pas de morale, mais c'est hyper moraliste, c'est hyper petit. Si vous avez un petit miroir, il faut être exactement conforme à un truc
est quand même très, très étroit. Je pense que le texte biblique avait une autre gueule. Bon. Alors, est-ce que j'ai répondu à ta question? Pas du tout. Il est gentil. Je précise ma question. Donnons l'exemple. Comment faire que devienne effacement de tout avec l'humiliation. Les parents sont là et demandent qui sont envoyés par la souffrance, les hommes politiques prennent la parole. Comment faire pour que ces parents ne sombrent pas dans notre éducation? Est-ce que l'homme politique ne doit pas prendre le risque, à un moment donné de sa prise de parole, pour que les parents puissent s'identifier? C'est-à-dire, l'homme politique doit quasiment d'accord. Tu es meurtrier. Mais à ce moment-là, l'identification se fait. Mais il manque après le processus pour aller au-delà, avec cette histoire de VS, les mêmes, et là, il y a un mystère qu'on n'arrive pas bien à comprendre. Comment le politique peut assumer des drames qui sont pas quotidiens à la presse, soit reconnu. Et par quelle magie l'homme politique pouvait aller au-delà? Moi, je pense qu'il y a des raisons et des certains possibles que l'homme politique se mette en théâtre pour assumer les autres transcender et emmener ses parents envoyés par la suite. Oui. Mais bon, Oui, j'ai mieux compris votre question. Alors, moi, je pense que c'est pas tellement à l'homme politique de faire ça. Il peut le faire parfois, parce que ça se présente, parce que l'occasion est là, et que soudain, il peut faire un pas de côté. Mais je pense que quand même, la grande scène, le grand théâtre dont vous parlez de cela, c'est la justice. C'est le juge. C'est le juge qui doit, avant qu'il y ait un jugement, c'est le théologien Paul Tillich qui disait une chose importante. Il disait la justice a trois fonctions. Une fonction d'écouter la plainte, une fonction de juger, de sanctionner, de trancher, et une fonction de réhabiliter, de faire réparer le plus possible des deux côtés. Les trois, un temps long. Donc, et il ne faut pas écarter ou écourter trop le premier temps avant le jugement, juste entendre la plainte jusqu'à ce qu'enfin on entende la plainte et pas juste l'accusation, si vous voulez. C'est ça le point important de ce que vous dites, je pense. Et ça demande de l'apparat, ça demande un théâtre de la reconnaissance, et pas juste un théâtre du jugement sommaire donnant, on va tarifer. Il y a une justice de plus en plus rationnelle avec des, voilà, on tarife, voilà, ça c'est tant, etc. Mais attendez, c'est pas ça. On manque le théâtre tragique qu'est la justice. Antoine Garapon, le juriste, un ami qui a beaucoup travaillé avec Ricoeur, et insistait beaucoup sur cette dimension-là de la justice. Et je dirais, je pense qu'elle fait défaut dans ce genre de situation. Et on fait de la justice un peu, je dirais presque une fonction secondaire. Il faut, pour des choses comme ça. Alors le problème, c'est qu'il y a une part énorme de la demande de vengeance qui passe comme des eaux souterraines, si vous voulez. Il y a l'eau qui passe dans le lit de la rivière, mais il y a tout ce qui passe à côté. Qui passe à côté.
Et donc, comment faire au contraire pour que la justice soit capable d'élargir les scènes, au sens des espaces de la reconnaissance du besoin de vengeance. Il faut faire, j'entends complètement ce que vous dites, c'est très important, le besoin de vengeance, il ne faut pas l'humilier, il devient fou quand on l'humilie, il devient fou, il va prendre d'autres formes terribles, tôt ou tard. Bon. Donc voilà, là il y a un travail de la reconnaissance, de l'écoute, de la plainte. Et justement, voilà, c'est ça. Ricoeur, dans son texte sur le mal, un petit livre intitulé Le mal, il dit voilà, il y a un moment où la plainte, à force de se répéter, mais on peut dire que ça, c'est le travail des psaumes. C'est presque les psaumes comme exercice spirituel, c'est de pousser la plainte jusqu'à purger la plainte de tout venin d'accusation. Et j'ai envie de dire, pousser la joie jusqu'à purger la joie de tout venin de vanité. Une joie sans vanité et une plainte sans accusation. Et ce serait déjà à la fois le moindre bien et le moindre mal. On sortirait de la spirale. Je ne sais pas si j'ai un peu mieux répondu à votre question, mais... Et vous voyez, dans la tragédie grecque, on a au bord, il y a l'espace masculin du politique, l'agora, le débat, et au bord, c'est ça l'espace tragique, c'est ces femmes en deuil, en noir, les vieilles veuves, les jeunes filles habillées en noir, Antigone, toujours habillées en noir. C'est la voix du deuil, c'est la voix de la plainte qui est portée par ces figures-là. Je ne sais pas si existe la justice oui. Et celle qui permet d'adresser d'être en face l'un de l'autre et de pouvoir exprimer de chaque côté l'économie, les souffrances. Oui, tout à fait. Et il me semble que la justice reconstructrice, on en avait beaucoup parlé avec un de ceux qui était à l'origine de ça, Jean-Marc Ferry, c'était surtout le troisième volet. Comment est-ce qu'on va reconstruire? Il y a un temps pour arrêter le mal, et il y a un temps pour reconstruire reconstruire la possibilité du bon. Il me semble que la scène de l'écoute de la plainte, elle est même encore avant. C'est-à-dire, il y a des conditions pour qu'il y ait une éthique reconstructrice, enfin une justice restauratrice et reconstructrice. Mais voilà, la scène de la plainte, je la mettrai encore avant. Il me semble que il faut élargir le tribunal dans les deux directions. Le temps de la formulation de la plainte, qui devrait prendre plus de temps, qui devrait être plus théâtralisé, ça, et puis le temps de la restauration. Il y a une main derrière. Bien sûr. Ouais. Tout à fait. Non, donc j'en parle dans le livre de ces deux images. Elles sont très connues. Linden, la soldate Linden, là, j'ai oublié son nom, j'ai oublié la page où j'en parle, mais oui, je connais bien. Il y en a une autre où on la voit tirer par une laisse un soldat tout nu, qui est tout nu et qu'elle tient comme par terre au bout d'une laisse comme ça. C'est des images absolument insoutenables de penser que voilà. Et donc c'est certain que je pense que c'est très important de mesurer. Je parlais tout à l'heure de l'humiliation de l'étoile rouge.
je pense que c'est très important de mesurer à quel point nous sommes sans cesse humiliants. Alors, j'entends tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure, et je l'ai dit, et c'est très important, mais il faut aussi en même temps, je vais prendre un autre exemple, moi qui habitais en Turquie, hein, donc j'ai enseigné en Turquie de 80 à 85, enfin 84, au moment où je suis venu, mais après je suis retourné beaucoup parce que j'ai fait un peu les deux enseignements, etc., jusque vers en 2000. Bon. Et en Turquie, la Turquie était une société, quand j'y suis arrivé, qui était entièrement tournée vers l'Europe, qui était désireuse d'Europe. Il y avait des débats partout, il y avait des salles entières qui réfléchissaient sur qu'est-ce que c'est que l'Europe. Un peu comme les Russes, en quoi est-ce qu'on est européen, en quoi est-ce qu'on n'est pas européen. Mais ils se posaient des questions qu'ici on ne se pose pas. Oui, monsieur, c'est normal, on est européen, on ne se pose même pas la question qu'est-ce que c'est que l'Europe, si vous voulez. C'est normal, ça n'a à la limite pas d'intérêt. Les débats autour de l'Europe, ils étaient plats ici, ils étaient nuls. Philosophiquement, c'était du vide à côté de ce qui se passait en Turquie. Vous voyez, bon, eh bien, cette société turque tournée vers l'Europe, qui avait donné le droit de vote aux femmes avant la France, qui avait fait ce sacrifice énorme de sa mémoire, c'est d'ailleurs une énorme erreur d'Atatürk, en changeant d'alphabet. Donc, du coup, les enfants ne lisaient plus les écrits de leurs parents ou de leurs grands-parents. Bon, des choses comme ça. Une espèce de coup de bambou pour moderniser, etc. Bon. Eh bien, cette société, on a sans cesse augmenté les exigences pour qu'elle puisse rentrer dans l'Europe, alors qu'on l'Espagne qui sortait de Franco, le Portugal qui sortait de Salazar, les Grèces qui sortaient des colonels, tous les démocrates de Grèce, où est-ce qu'ils sont partis? Vous croyez qu'ils sont partis en Europe? Ils sont partis en Turquie au moment du régime des colonels. C'était la Turquie qui les a abrités. Vous voyez, c'est des choses qu'on a complètement oubliées. Bon, et bien voilà, on a monté. Puis après tous les pays de l'Est, alors que la Turquie avait été, je dirais, maintenue comme une sorte de vaisseau amiral de l'OTAN contre l'Est, etc., empêchant toutes les velléités de démocratisation, parce qu'on avait besoin d'un régime très fort, très solide, parce qu'on avait besoin militairement de ce régime-là, qu'on a complètement instrumentalisé. Eh bien non, voilà, tous les pays de l'Est peuvent rentrer, et la Bulgarie, etc., alors que c'était des pays communistes qui n'ont aucune habitude démocratique, si vous voulez. Bon, cette société, elle est humiliée. Je l'ai vu peu à peu virer à l'islamisme par humiliation. C'est nous qui l'avons fait, ça. C'est nous qui faisons ça. Je pense que nous ne mesurons pas, mais ça continue, ce n'est pas fini. Nous continuons à avoir besoin, nous, l'Europe, les pays riches, nous avons besoin autour de nous d'une ceinture de pays très solides pour nous protéger des flux migratoires. Il faut que le régime marocain soit un régime impitoyable, il faut que le régime... on est très content qu'en Égypte, il n'y ait pas un régime islamiste et qu'il y ait un régime qui soit en quelque sorte un régime militaire un peu... et partout autour. Et voilà, il faut qu'on mesure la gravité de ce que nous faisons. Oui, ce n'est pas seulement ces images qui sont en sorte l'image, l'emblème de ce que nous faisons parfois. Et c'est vrai que la guerre du Golfe, c'est une honte. C'est une honte, quel mépris. Tout qui arrive la mort qui arrive du ciel, et avec des drones, et avec des etc. Vous avez vu le ratio des morts. Comme c'est écrasant, c'est même pas des guerres, c'est des campagnes de dératisation. C'est comme ça. C'est juste des campagnes de dératisation. Voilà, les conséquences, c'est pas fini, on n'aura pas fini de les payer. C'est des choses graves. Et la Chine. Relisons les histoires. Qu'est-ce que nous avons fait à la Chine? L'opium. Ça nous arrive. Hein. On est encerclé par la drogue. Vous croyez que c'est comme ça par hasard? Je pense qu'il y a quelque part, il y a une revanche. Que les Pays-Bas soient vraiment devenus vraiment le nid de la drogue et que les autorités n'arrivent plus à contrôler ce qui se passe. Oui, je pense que ça a des effets dévastateurs, l'humiliation, pour longtemps. C'est le discours de Xi Jinping, c'est ça. C'est vous n'humilierez plus jamais la Chine. C'est juste ça, c'est tout simple. Et en même temps, nous, il faut résister. Il faut aussi qu'on retrouve ce que nous avons fait de bon. Il faut que nous retrouvions nos propres intentions, nos propres promesses. Qu'est-ce que nous voulions?
C'était quoi la modernité? C'était quoi l'émancipation? C'était quoi? Il faut qu'on retrouve des bonnes intentions. C'est à partir des bonnes intentions qu'on peut critiquer les mauvais résultats, si vous voulez. Moi, je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, si vous voyez. Même la colonisation, c'est beaucoup plus complexe que l'espèce de trucs les schémas simplistes qu'on entend. Vous voyez, de tous les côtés, il y a une sorte de montée au manichéisme bête et méchant. Il faut compliquer, il faut recompliquer notre histoire, il faut recompliquer notre carte, notre géographie, etc. Excusez-moi, En fait, ce soir, plus mal. Oui, merci. Moi, je trouve que la bonne nouvelle que vous dites ce soir, en fait, c'est quand même que quand on piétine les gens et qu'on débouche sur la communication, les gens ne sont pas détruits. C'est-à-dire que, en fait, même si c'est dévastateur, il y a une rumination, il y a quelque chose, mais je dis en fait peut-être que pour quelqu'un, une force vitale en fait, qui est en lui n'est pas complètement détruite, soit une forme de revanche, c'est pas forcément c'est la revengeance, c'est jamais parfait après dans sa ressort. Mais ce qui est quand même génial, c'est que on a beau écraser des quantités de gens, on les exclut, les infantiliser, et bien, en fait, nous inviter à reconnaître que la nature humaine a quelque chose de plus fort que ça. Et ça, je trouve que c'est une leçon pour que même quand quelqu'un a été mis sous terre, en fait, il est vivant. Et que d'une certaine manière, c'est limité. Merci. Merci de dire que c'est la leçon que j'apporte ce soir. Je ne sais pas si c'est volontaire, mais vous avez raison. Je pense que l'humiliation suscite, elle peut amener à la mort. Hein. Elle peut amener à la mort. Elle peut amener à la mort même plusieurs générations. Ça peut avoir des effets. Mais c'est vrai que quelque part, il y a à un moment donné des enfants qui naissent et qui sont résistants à l'humiliation. C'est peut-être ça. Qui ont acquis une résilience à tout ça. Et qui, du coup, sont plus forts que ça. Et donc, sont capables de retrouver justement la capacité de bonté, dont je dis que c'est la capacité la plus fondamentale des humains. La capacité de bonté dans un sens, au sens des Euménides, si vous voulez, au sens du Dieu d'amour. Hein, bon. Donc oui, il y a certainement cette bonne nouvelle. Je pourrais le dire autrement, uniquement au niveau du langage. Voilà, je pense que la parole peut être humiliée, devenir dérisoire, devenir fanatique, mais ce qu'on appelle la foi, c'est d'abord la confiance. C'est la confiance en autre que soi et en soi-même, et qui redonne une confiance en soi. Et le mot foi a à voir avec la fiabilité, a à voir avec le caractère fiduciaire, confiant dans la parole. Quelqu'un qui reprend confiance dans la parole d'un autre, dans sa propre parole, il est sauvé. C'est ça. C'est là qu'il faut mettre le point. C'est à ça qu'il faut être attentif. C'est ça qu'il faut jamais lâcher. Parce que si on ne lâche pas ça, et si on arrive à restaurer, à instaurer ou à restaurer cette capacité, cette foi. Vous voyez, pour moi, la notion de foi, elle est devenue religieuse comme un petit truc qu'on ne sait plus du tout à quoi ça sert dans la société. Mais c'est central. C'est la parole, c'est le témoignage, c'est l'attestation. Autrefois, les gens, ils étaient trop crédules. Ils croyaient n'importe quoi. J'ai envie de dire, aujourd'hui, ils sont trop incrédules. Ils ne croient rien. C'est parti justement de passer de la crédulité excessive et presque dogmatique au cynisme, à la résignation universelle et au scepticisme. Et c'est la même maladie, si vous voulez. On tombe de carré dans scylla. Il faut retrouver juste la foi, c'est-à-dire la capacité de témoigner, d'attester, c'est en histoire, en justice,
En religion, bien sûr, mais parmi d'autres. C'est la même idée. C'est que, voilà, c'est une parole, ce qui dit, j'ai confiance. Et qu'on n'est plus jamais quelqu'un qui dit, ils ne m'ont pas cru. Ils ne m'ont pas cru. J'ai dit que des choses et personne n'a. Tout le monde est passé à côté, personne n'a entendu. C'est important dans nos églises, hein, ça. Il y a des petites paroles très modestes, mais si on les entendait, mais ça changerait tout. Juste, il faut qu'on ait des oreilles à la hauteur de recevoir des paroles très faibles, qui sont parfois les paroles les plus importantes, les paroles les plus libératrices pour tout le monde. Excusez-moi, madame. Monsieur parlait du recto. Je sais bien la résilience et que les hommes sont la vie. Pas forcément la première génération, mais quelques de la deuxième, la troisième génération, c'est l'éducation. Et c'est la Chine, et c'est la Russie, et c'est les parents du pays où on a accumulé la confiance. Bien fixé sur une belle et la rancœur et la Oui, oui. Non, mais je sais bien, hein, ce que je disais tout à l'heure était très dur, hein, et c'est dur pour moi-même. Hein. J'ai vécu ça. J'ai vécu ça. J'ai été dans ces pays, j'ai beaucoup voyagé. En ce moment, je vais beaucoup en Afrique. Je suis allé 3 fois, 4 fois au Congo, RDC. J'organise un colloque à Kinshasa là, en avril. Et tous ceux avec qui je suis en train, les philosophes avec qui je suis en train d'organiser un colloque autour de mémoire, histoire, promesse, hein, en plein sur le sujet. Hein. Ah, mais je reçois des centaines de messages disant oui, l'Europe, ils vendent des armes au Rwanda, ils nous interdisent d'acheter des armes, ils nous livrent aux mains de nos ennemis, il y a eu déjà des millions de morts. Donc le docteur Mukwege, qui est par les femmes, etc., il est scandalisé parce qu'on continue à vendre des armes au Rwanda, alors que le Rwanda pille tout l'est du Congo et alimente fomente pour reprendre le coltan, pour prendre une minerai, et puis en plus, les intérêts français, c'est Total qui est en train d'installer des trucs dans les grands lacs là-bas. Mon Dieu, dans quelle fourmilière est-ce que je me suis fourré? Et en plus, avec l'appui de Macron. Parce que comme je connais bien Macron, parce que Macron a travaillé avec Ricoeur, j'ai envoyé un petit message à Macron, je veux organiser ça, est-ce que tu peux m'aider? Et là, il a répondu, parfois il ne répond pas. Genre, il ne répond pas, et là, il dit oui, oui, vas-y, on fonce. Et donc, le ministère des Affaires étrangères, allez, on fait ce colloque sur Ricoeur, etc. Mon Dieu, mais c'est de l'instrumentalisation. Que fait la France, que fait l'Europe en ce moment en Afrique? Ça continue, ce n'est pas fini cette histoire. Alors, je suis là juste pour habiller avec des grands discours, des grands beaux discours qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce n'est pas fini, ça continue. Ces massacres, ça continue. C'est des génocides, c'est des millions de morts. C'est des millions de femmes qui sont violées systématiquement, de populations déplacées, qui n'arrivent pas à survivre. Ça continue, ces histoires ne sont pas finies du tout. Donc, oui, la haine est entretenue, elle est entretenue de tous les côtés, elle est entretenue aussi par l'indifférence, par la protection dans laquelle nous sommes, etc., etc. Voilà, je pense que l'humiliation est une très bonne porte d'entrée sur toutes sortes de questions qu'il ne faut pas mélanger. Il faut arriver à garder l'esprit clair un petit peu, excusez-moi, parce que moi, je n'étais pas du tout clair, et je suis pas, on a besoin de ne pas mélanger toutes les humiliations, de ne pas mélanger toutes les scènes, toutes les conditions, etc. Mais j'ai envie de dire, voilà, soyons un peu plus sensibles à tout ça, parce que je pense qu'en revanche, il suffit d'une Athéna qui dit « vous n'êtes pas vaincu ». Il dit aux forces de la haine, vous n'êtes pas vaincus, on vous comprend, on a besoin de vous. Ça suffit pour, je sens que ma colère s'en va. C'est presque magique, quelque chose qui pourrait durer 3, 4, 5, 6, 7, 8 générations, soudain, ça tombe. C'est transformé, c'est converti. Je crois dans cette capacité de conversion.
connaissance sont assez convaincants. Vous êtes convaincus de la qualité, de la passion que vous avez transmise. Toute notre gratitude. Je crois qu'on a maintenant beaucoup d'éléments à réfléchir, à digérer. Et j'ai envie de dire ce que nous allons digérer. C'est un magnifique festin gastronomique. Merci. Merci à vous. Je rappelle que 2 de vos ouvrages sont en vente. Bien sûr, l'illumination. Et vous avez aussi décidé la conversation. Ah oui, parce que ça a à voir, la parole. C'est un petit livre, soi-disant pour les enfants, pour des collégiens. C'est la Gallimard qui avait fait une collection de philosophie pour les collégiens. Il m'avait proposé de prendre un thème, j'ai choisi la conversation. Voilà. Merci. Pour notre prochaine soirée, centre porte haute, nouvelle modification, ça sera un lieu comme ce soir, c'est le temps de c'est-à-dire que notre prochaine conférencière, c'est un voyage d'études qui nous a dessus. Donc ce ne sera pas Gabriel Albert, initialement prévu le 10 janvier. Elle sera retrouvée sur la remplacer sur un autre sujet, un thème autour de la longue technologie. C'est-à-dire cette nouvelle discipline, pas toute nouvelle, mais en pleine expansion, qui vise à privilégier que nous vivons et produisons des technologies pour qu'elles soient utiles, accessibles, durables, respectueuses de l'humain, de la nature, de la planète, en somme de notre maison commune. Voilà, toute une recherche en fait internationale qui investit tous ces gens. Avec à ce jour, je trouve 842 initiatives de l'humanité. L'an dernier, cette soirée sera donc animée par un jeune doctorant, Aurélien Bernier, le doctorant en sciences de l'information et philosophie à l'université de Compiègne, alliance de Sorbonne Université, et nous lui demandons comment ces doctorants peuvent être au service aussi du retissage de nous. Voilà. Encore un grand merci à Olivier Abel pour cette magnifique soirée. Merci à vous. Mémoire. Merci aux amis de la dynamique mulhousienne qui nous ont accueillis ici et pour leur partenaire tout à fait. Grand merci. Voilà, je trouve, on a parlé que des inspirés ignatiens ont trouvé les choses. Merci. Et puis, voilà, merci à vous tous pour votre présence et votre participation si riche. Donc, je rappelle, le 12 janvier 2010, au Centre Théâtre, avec Aurélie Bernier, sur comment tisser les liens entre ces nouvelles et bonnes technologies. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne rentrée. Et puis, le 2 janvier, c'est